également. Merci beaucoup. Donc effectivement, je vais vous parler de la simulation in situ dans mon bloc opératoire et pourquoi l'instaurer et comment l'instaurer. Tout d'abord, juste pour vous, j'ai pas de conflit d'intérêt particulier à part de participer à pas mal de comités ou autres, aussi bien au niveau de la Société francophone de simulation en santé que sur le comité analyse et maîtrise du risque de l'ASFAR, et puis également de travailler au centre de simulation de la faculté de médecine Paris-Saclay. Donc la simulation in situ dans mon bloc opératoire, donc déjà juste pour préciser les choses, in situ ça veut dire que ça va être au sein du bloc, donc au sein de l'unité de travail, et c'est en opposition avec ce qui peut être fait dans un centre de simulation ou en congrès ou ailleurs. Donc vraiment le in situ ça veut dire que c'est dans la zone où travaillent les professionnels. Donc globalement, l'exemple c'est une formation, une simulation in situ qu'on a pu mettre en place, je vous reparlerai après, en chirurgie robot assistée avec un faux mannequin, le robot avec le pelvic trainer, etc. pour entraîner les équipes, et donc là au sein d'une vraie salle de bloc opératoire. Pourquoi mettre en place en fait de la simulation in situ dans mon bloc opératoire? Il y a plusieurs raisons. C'est que finalement le bloc, c'est un environnement à haut risque, et on le voit bien dans le domaine de l'aviation. Ça fait déjà maintenant beaucoup d'années suite à des crashs. Alors en général, il y a les pilotes aussi qui se crashent, et aussi les voyageurs. Au bloc opératoire, entre guillemets, on est assez sécurisé de notre côté, mais ce sont plutôt quand même les patients. Mais en tout cas, c'est maintenant depuis très très longtemps la routine. Ils s'entraînent sur simulateur, aussi bien en formation initiale qu'en formation continue, et aussi bien pour rester certifié. Au bloc opératoire, c'est pas encore arrivé, mais peut-être qu'un de ces jours, ça arrivera, en termes de rester certifié. Mais en tout cas, c'est déjà maintenant une pratique courante pour la formation initiale, et également de plus en plus pour de la formation continue, avec tout ça comme objectif d'améliorer vraiment la sécurité et la qualité des soins. Donc la simulation au bloc, on dit que c'est une modalité finalement d'enseignement. Alors le dogme de la simulation, c'est jamais la première fois sur un patient. Quand on est sur la simulation au bloc, souvent, c'est pas justement la première fois sur un patient, puisque c'est plutôt sur de la formation continue. Mais pas totalement, parce que par exemple, pour des nouvelles procédures, du nouveau matériel, ou pour finalement travailler sur des situations critiques qui sont finalement assez rares, eh bien ça c'est important. Par exemple, l'hyperthermie maligne, ça sera, si vous vous entraînez sur des scénarios de simulation in situ en général, vous n'avez pas eu de scénario jusqu'à présent dans la vraie vie d'hyperthermie maligne. Enfin, ça peut arriver, mais c'est beaucoup plus rare. Et donc, c'est vraiment d'avoir tout ce côté d'apprentissage expérientiel qui est important. Mais ça, c'est finalement pas propre à la simulation in situ. C'est vraiment sur la simulation plutôt de l'apprentissage pour le bloc opératoire et périopératoire. Un autre intérêt vraiment pour ce type de formation, notamment au bloc opératoire, c'est que l'interprofessionnalité, c'est vraiment le cœur du métier. C'est vrai aussi dans tous les services de soins, mais notamment encore plus, ça c'est mon avis personnel, mais c'est encore vraiment plus fort au bloc opératoire, parce qu'il y a vraiment beaucoup de corps de métiers différents qui travaillent ensemble, aussi bien côté équipe chirurgicale, côté équipe anesthésique, et même au sein de chaque équipe, c'est encore plusieurs disciplines. Et pourtant, on est obligé et on se doit, et c'est important de bien travailler ensemble, de bien collaborer. Et c'est en ça où finalement la simulation peut apporter quelque chose de supplémentaire. Et on sait bien que finalement le bon fonctionnement des équipes, c'est associé à une meilleure sécurité des soins. Un petit exemple là-dessus pour l'illustrer, c'est que finalement bien communiquer entre nous, mais là c'est un exemple justement d'études qui avaient revisionné plus de 280 vidéos de blocs opératoires, d'intervention réelle au bloc opératoire. Et là, ils avaient regardé finalement comment les gens communiquaient, faisaient les briefings, les débriefings, comment il y avait des recherches d'informations. Donc tout ça, finalement, qui sont des éléments de travail d'équipe importantes, comment ça se faisait. Et à côté de ça, en parallèle, ils regardaient sur ces patients, donc ces patients réels, quelles étaient les complications post-opératoires à J30, bien sûr en l'ajustant à l'ASA. Et en fait,
plus une équipe communiquait mal, peu, partageait pas les informations, plus c'était associé à un risque important de morbidité, de complications post-opératoires. Donc c'est là où on comprend que c'est vraiment important au sein du bloc opératoire de travailler sur ces éléments-là. Donc pour revenir un peu à l'intérêt de la simulation in situ au bloc opératoire, finalement ça va être tout plein d'éléments d'intérêt de simulation au bloc opératoire, comme déjà d'améliorer la connaissance. Mais après, vous me direz si c'est juste pour améliorer la connaissance. Peut-être que la simulation, c'est peut-être, entre guillemets, une méthode pédagogique, peut-être, c'est pas trop haut niveau, mais pas forcément indispensable là-dessus. Mais ça va être surtout de travailler sur les compétences techniques. Donc, quand on parle de compétences techniques, c'est aussi bien des algorithmes médicaux que des compétences procédurales. Mais aussi, et c'est notamment pour la simulation in situ, vraiment souvent quelque chose qui est mis en avant, pour améliorer tout ce qu'on parle de compétences non techniques, c'est-à-dire tout ce qui est travail d'équipe, communication, leadership, follower, etc., priorisation, répartition des tâches. Mais ça, ce n'est pas propre forcément à la in situ, hein. C'est vraiment sur la simulation au bloc. Et puis aussi travailler sur tout ce qui est le Crisis Resource Management ou le Crew Resource Management, justement, la gestion de l'équipe lors d'une crise. Et un autre élément aussi, ça va être finalement d'améliorer le comportement, parce que c'est quand même ce qu'on veut, et l'interprofessionnalité, comme je vous ai expliqué. Et avec un but ultime, et ça, il y a des études qui l'ont montré avec beaucoup d'études plutôt avant, après, finalement, une amélioration du devenir du patient, pour le patient, avec tous ces éléments de sécurité des soins. Donc ça, c'est un peu, entre guillemets, les grandes lignes d'intérêt et que peut apporter la simulation au bloc opératoire et également la simulation in situ. Et pour des exemples de simulation in situ, parce qu'en fait, il y a beaucoup de travaux qui sont faits, mais beaucoup soit en centre, soit in situ. Et sur les in situ proprement dit, il y a cette étude qui était assez intéressante sur l'amélioration justement des compétences non techniques, où pour le coup, c'était pas au sein du bloc, mais c'était sur les aires d'urgence de traumato. Il y avait 137 équipes qui avaient été formées sur des simulations in situ, donc au sein de leurs aires d'urgence, avec des scénarios de prise en charge de traumatisés. Et après, ils avaient regardé entre le premier scénario et le deuxième scénario, déjà, s'ils amélioraient leurs compétences non techniques. Et donc ça, ils ont montré que ça amélioré. Mais ce qui était intéressant, c'était la deuxième étape, c'était de voir est-ce que, en fait, dans la vraie vie, après, on transfère ces apprentissages. Et donc, ils avaient visionné, puisque ils filmaient la prise en charge de ces traumatisés. Et donc, ils avaient visionné les 141 vidéos de traumatisés de prise en charge avant, puis après la formation, les 103 suivantes. Et là, en analysant avec un score de compétences non techniques, ils retrouvaient une amélioration de ces compétences non techniques. Alors, il y a toujours le biais de avant-après dans ce type d'études, mais c'est plus compliqué d'en construire autrement. Un autre élément aussi intéressant, pour le coup, là, au bloc opératoire, sur de la simulation in situ. Donc, pareil, en mettant en place des formations au sein d'un bloc opératoire par la simulation. Et pareil, le même design avant-après. Et là, pour le coup, il s'était intéressé à la culture de sécurité. Et il y a des questionnaires qui sont bien validés sur justement cette culture de sécurité. Et le fait d'avoir mis en place ces formations par la simulation, ça permettait d'améliorer à la fois tous les éléments de climat de sécurité et puis de travail d'équipe. Donc ça, c'est bien sûr des questionnaires que les participants remplissaient 6 à 12 mois après les formations. Et en tout cas, même un certain temps après, il y avait encore cette amélioration qui perdurait. Et en fait, la dernière chose aussi, je vous ai éliminé toutes les études qui montraient sur des choses un peu plus, sur l'apprentissage plus simple, mais je trouve que c'était quand même plus intéressant d'aller directement sur le patient, mais souvent ce sont des études qui sont plus difficiles à mettre en place. C'est l'environnement, la gynécologie obstétrique avec la prise en charge de l'hémorragie du postpartum. Et pour le coup, il y avait des formations en in situ, puisque c'est l'objet de ce topo, donc sur site, dans les salles de naissance, à la prise en charge de l'hémorragie du postpartum. Et donc, ils ont fait pareil, le même design avant, après.
Et on voit que en termes de temps avant la première transfusion, donc ça avait permis de diminuer ce temps-là, et pareil, de diminuer les pertes sanguines lors de l'hémorragie de la prise en charge. Donc en tout cas, une supposition forte que cette formation justement spécifique sur l'hémorragie du postpartum in situ en pluriprofessionnel, parce que là, c'était bien des équipes, aussi bien sages-femmes, gynéco-obstétriques, infirmiers anesthésistes et médecins anesthésistes sur ce type de formation. Et bien, après cette mise en place, quand on regardait les hémorragies du postpartum dans la vie réelle suivante, eh bien, ça permettait vraiment une amélioration au niveau du patient et de la prise en charge des patientes. Donc, ça avait quand même un gros volume. Hein. C'était 22 simulations, plus de 300 participants. Donc, c'est des choses quand même qui sont, voilà, c'est entre guillemets moins facile à mettre en place que juste un cours, on va dire, sur l'hémorragie du postpartum. Mais si ça peut améliorer la prise en charge des patients, eh bien, ce sont des éléments qui sont importants à mettre en place. Mais en fait, tout ce que je vous ai montré avant, bon, je vous l'ai montré parce que ça se passait en simulation in situ, donc au sein de l'environnement de travail. Mais finalement, toutes ces études-là, elles existent déjà, et même il y en a d'autres qui ont déjà été réalisées en centre et qui finalement montrent déjà aussi également les mêmes apprentissages, donc que c'est fonctionnel. Et en fait, il y a une revue de la littérature qui avait voulu comparer simulation in situ versus simulation en centre de simulation. Et quand ils ont fait cette revue, alors elle date déjà de 2017, mais même en refaisant la biblio, j'ai pas trouvé d'études comparatives in situ versus en centre. Dans cette revue, finalement, il n'y avait qu'une seule étude vraiment qui avait comparé ces deux situations, ces deux environnements. Et les autres études, c'était plutôt finalement ce que je vous ai montré avant, de simulation in situ, avant, après, ça améliore la prise en charge. Et donc, on ne peut pas vraiment conclure qu'est-ce qui est le mieux à l'heure actuelle. En tout cas, quand même, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait une étude, pour le coup, dans l'environnement gynéco-obstétrique sur des simulations interprofessionnelles qui étaient, pour le coup, randomisées, contrôlées, qui avait donc évalué l'amélioration ou non de l'apprentissage. Et pour le coup, il y avait une amélioration de l'apprentissage en termes de connaissances, d'attitude, de la sécurité des patients, de la motivation, du stress, que la simulation soit in situ ou en centre. Et la seule différence, c'est que les participants avaient l'impression qu'il y avait une meilleure authenticité, fidélité lorsque c'était réalisé in situ. Mais en termes d'apprentissage, pas de différence. Donc c'est vrai que pour l'instant, c'est difficile de promouvoir l'un ou l'autre. Après, ça dépend vraiment, et je vais vous montrer un peu des avantages et des inconvénients de chacun qu'on peut mettre en avant. Entre autres, les avantages potentiels, c'est que quand même, pour le coup, c'est vraiment dans l'environnement. Donc la fidélité à la fois technologique, c'est-à-dire du matériel qu'on est habitué à utiliser, de l'environnement, du téléphone, de tout ça, elle est meilleure. Peut-être qu'aussi la fidélité psychologique, finalement, elle va être meilleure puisqu'on est vraiment dans notre environnement de travail. Mais là, c'est que des suppositions et ça reste quand même encore à prouver par rapport à la simulation en centre. Après, l'intérêt, c'est que si on veut faire, il y a des équipes qui l'ont fait, c'est la simulation surprise, un peu comme dans la vraie vie. En général, on ne vous prévient pas, aujourd'hui, au bloc opératoire, dans votre vraie vie, vous allez probablement avoir une crise au bloc opératoire. Donc, effectivement, dans la vraie vie, en général, la crise, vous ne l'aviez pas prévue. C'est plus rare. Et donc là, au moins, l'intérêt de faire de la simulation in situ, c'est que potentiellement, il y a des équipes qui l'ont fait, c'est qu'ils ne prévenaient pas en amont les participants et ils étaient appelés dans une salle et en fait, ils rentraient dans la simulation in situ. Alors, c'est pas forcément facile à mettre en place parce que, comme vous le savez, il y a quand même toute une partie de briefing. Il faut quand même que les équipes soient habituées à ce type de formation, etc. Parce que ça peut avoir des effets un peu inverses et psychologiques inverses si, par exemple, la session de simulation se passe moins bien, etc. Et donc, toute la préparation, le briefing, là, finalement, si vous faites de la simulation surprise, ça n'existe pas. Donc, je ne vous dis pas qu'il faut le faire forcément pour ça. Mais
si dans des équipes entraînées qui sont déjà entre guillemets habituées à avoir ce type d'outils pédagogiques et qui savent qu'ils peuvent tomber sur ce type de situation, pourquoi pas. Voilà. En tout cas, ça a un intérêt parce qu'effectivement, quand on veut former nos équipes en centre, bon, bah, y a plus cet effet surprise de tomber sur une situation de crise. L'autre élément aussi intéressant, et qui finalement, là, entre guillemets, on est quasi sûr que le in situ va être supérieur à la simulation en centre, ça va être quand on veut justement tester un environnement de travail, avant l'ouverture d'un bloc opératoire, avant l'ouverture d'une maternité ou des urgences, etc. Il y a déjà eu pas mal d'équipes qui l'ont mis en place. Et là, finalement, ça permet de se rendre compte, ah bah oui, mais en fait, le téléphone, il n'est pas bien positionné, ou ah bah non, bah là, le brancard, ça passe pas, ou bah, quand on fait notre procédure d'alerte pour un arrêt cardiaque, finalement l'appel ça va pas là où on veut, enfin, ou le chariot il est pas bien rangé. Donc ça effectivement, pour tester un nouvel environnement, une ouverture ou même un environnement d'ailleurs pas nouveau, hein, ça peut être aussi tester des ergonomies de travail. Ça, ce sont des éléments importants. Ou pareil, pour implémenter des protocoles locaux et de le faire en centre, ben, on va perdre ces éléments-là qui sont intéressants. Donc vraiment pour le côté gestion des risques et un peu plus macro, un impact mais qui n'est pas approuvé mais qui reste logique par rapport à ce type de formation. Et après, quand on rentre dans le côté organisation, vraiment, ça dépend vraiment de notre environnement local. Par exemple, moi là où je travaille, donc au CHU de Bicêtre, le centre de simulation, il est à 15 mètres, il est à la fac, donc c'est pas tout à fait la même chose, mais en gros, il est en face. Donc, en termes d'organisation, on peut dire effectivement c'est plus facile pour les participants de le faire in situ parce qu'ils sont déjà sur place, mais dans notre situation, au pire, on traverse juste la rue, enfin c'est la rue qui est dans l'hôpital, donc c'est même une fausse rue, ça va. Après, on est dans un autre hôpital où il n'y a pas en son sein un centre de simulation. Bah là, pour le coup, ça va être différent parce qu'il faut organiser ça à l'extérieur. Et donc, finalement, d'avoir un peu une simulation mobile sur l'hôpital, ça a un sens. Mais tout ça, ça s'étudie en fonction de la configuration générale de là où on travaille. Et après aussi, on peut être dans des situations où on n'a pas accès à des centres. Et donc, la simulation in situ a pour le coup toute sa place là-dedans. Par contre, potentiellement, et pareil, ça dépend aussi de votre environnement de travail, l'inconvénient, ça peut être que si vous faites dans votre bloc opératoire, ça nécessite de réserver une salle de bloc opératoire, voire deux en fonction d'eux. Et potentiellement, une salle de bloc fermée, ça a un coût quand même, qui est mesurable en fonction de nos organisations. Après, en ce moment, il y a des fois des salles qui sont fermées, mais des fois, les salles sont fermées parce qu'on manque de personnel. Donc après, arriver à libérer du personnel pour pouvoir faire la formation. Donc ça, finalement, ça va être vraiment des discussions étroites avec les directions, les objectifs pédagogiques que se sont fixés les équipes, etc. Et donc, ce sont vraiment des choses qui sont importantes aussi à intégrer quand on monte un projet, de voir ces éléments-là. Et les inconvénients aussi, ce que je vous ai réservé la salle de bloc, et aussi des choses qui sont pas bien, qui sont déjà souvent discutées dans les papiers que je vous ai montrés, et qui sont en fait aussi la vraie vie, parce qu'on le voit, on a aussi l'équipe dans l'hôpital dans lequel je travaille de réanimation néonatale qui font aussi des simulations in situ. Et en fait, outre le fait qu'il faut, entre guillemets, réserver une chambre ou une salle de bloc, des fois, en fait, quand le jour J, il y a des absents, il y a une surcharge de travail, c'est très difficile de faire que les équipes elles restent vraiment concentrées sur leur formation et sur leur journée où elles sont dédiées, et de pas il y a une sorte de pression un peu des fois qui peut se faire, alors qu'entre guillemets quand on est vraiment isolé ailleurs, on ne se rend pas compte de tout ça, etc. Donc c'est des petites choses qui sont importantes, mais en fait c'est la vraie vie, hein. Des fois il y a des annulations de formation qui se font parce que finalement le jour J il y a une surcharge de travail, et finalement on ne va pas annuler un patient parce qu'il manque telle personne, et donc la personne qui était prévue à la formation, c'est beaucoup plus facile, elle va basculer, elle va retourner dans le travail de tous les jours.
Et un autre élément, mais ça auquel il faut penser, c'est bien sûr faire attention de ne pas mélanger les vrais soins et la simulation en termes de matériel. Et ça, je vous le dis ça parce que, par exemple, pour être dans le cadre des audits, pour être certifié sur les différents centres de simulation ou projets de simulation, c'est des éléments qui sont importants. Il faut vraiment faire quand même attention, parce que nous est arrivé, quand on fait au sein du bloc opératoire un scénario d'arrêt cardiaque, ça nous est déjà arrivé d'avoir en parallèle un vrai arrêt cardiaque. Donc faire attention à la fois en termes de matériel et d'appel à l'aide, que ça soit sécurisé là-dessus. Donc c'est des petits éléments, des petites astuces, mais vraiment bien y penser quand même. Et après, sur la simulation in situ, il faut bien penser quand même qu'il y a toute la préparation technique à faire, anticiper, puisque il y a quand même en général la retransmission qui va se faire, etc. Mais on le fait, donc tout est faisable. Mais ce sont tous des éléments qui sont à penser. Après, là, je vous ai mis finalement les avantages et les inconvénients un peu plus spécifiques à ce type de formation. Et donc après, à chacun d'y voir les éléments. Maintenant, quand je vous ai montré un petit peu tout ça, comment est-ce qu'on peut le mettre en pratique? Et là, je vais vous montrer des exemples qui ont été faits et qui sont finalement tout à fait reproductibles dans vos différents blocs. Le côté vraiment important, et en fait, c'est vraiment fédérateur. J'en ai pas parlé jusqu'à présent parce je me suis plutôt ciblée sur l'intérêt de la simulation in situ en termes d'amélioration pour le patient, pour les compétences des soignants. Mais il y a aussi un autre élément qui est important, et on en parlait tout à l'heure avec Dominique, c'est que finalement, ça crée quand même aussi une cohésion d'équipe. Et c'est pas propre forcément à la simulation in situ, mais finalement, toutes ces méthodes pédagogiques, à la fois pour les formateurs en amont et toute la préparation, et également pour les participants. Il y a des équipes à Marseille et également à Toulouse qui ont bien montré que ces méthodes pédagogiques, finalement, permettaient aussi de diminuer le burn-out, d'avoir des effets pour les soignants sur finalement la qualité de vie au travail et des choses comme ça, qui sont peut-être moins perceptibles, mais qui sont finalement importantes actuellement avec la situation de personnel, d'arriver à fidéliser les équipes. Et finalement, ça, c'est des projets de services ou des projets pédagogiques d'équipe qui sont fédérateurs et qui sont vraiment interprofessionnels. Parce que, en général, si on veut mettre un scénario de simulation in situ au bloc opératoire, ça ne va pas être juste pour le médecin anesthésiste. Non, ça va être vraiment... L'intérêt, c'est que ça soit pour toute l'équipe. Et donc, ça va être fédérateur rien qu'au niveau des formateurs, puisqu'il faut justement avoir des formateurs des différentes disciplines, et puis après, des participants. Donc là, l'exemple, c'était déjà la première photo que je vous avais montrée, c'est que quand on a eu le robot, finalement, ça a été l'occasion de mettre en place des simulations vraiment, entre guillemets, grande échelle au bloc opératoire. Parce que jusqu'à présent, dans nos scénarios, on faisait beaucoup au sein des équipes d'anesthésie, infirmiers anesthésistes, mais on ne savait pas très bien comment... Enfin, les chirurgiens étaient moins impliqués et on ne savait pas très bien comment les impliquer un peu plus parce que souvent, nous, on est contents, on a notre super mannequin, le respi, machin, mais eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Enfin, voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et là, grâce au robot et au pelvic trainer, ça permettait que tout le monde était content, tout le monde avait quelque chose à faire sur les scénarios. Vous allez voir que c'est des scénarios assez basiques, mais en fait, on ne cherchait pas des pièges. C'était vraiment l'objectif pédagogique qu'on s'était fixé. C'était la gestion de crise en chirurgie robot assistée, mais c'était en termes de compétences techniques, habituer les équipes à faire le désarrimage en urgence parce qu'en fait la table n'est pas la même, enfin tout n'est pas la même, et puis aussi de pouvoir faire des gestions de crise sur des scénarios standards, c'était arrêt cardiaque et choc hémorragique, mais les objectifs étant quand même simples. C'était quand même pour aussi cibler surtout sur la communication qui n'est pas la même parce qu'il y a une partie de l'équipe chirurgicale sur le robot à quelques mètres, après sur le patient et après l'équipe d'anesthésie. De toute façon, il y a déjà des papiers qui avaient bien montré qu'en termes de communication, c'était un peu différent de nos habitudes. Et voilà, donc ça a été l'occasion de mettre en place ces simulations avec ces objectifs pédagogiques-là.
Alors après, par rapport aux contraintes que je vous avais dit, finalement, on l'a fait une fois en 2019, une fois en 2021, et là, on va le refaire en 2023. Et une des contraintes, mais que vous avez peut-être probablement dans vos blocs, c'est que personne ne veut céder sa salle robot. Donc, c'est des mois de négociation pour que quelqu'un, même si tout le monde est persuadé que c'est super, pour arriver à trouver une spécialité qui veut bien céder sa salle robot. Mais on y avait arrivé, et donc en décembre 2023 sera la prochaine session. Voilà, donc c'est vraiment, et à ce moment-là, pour le coup, on fait 2 ou 3 scénarios, et là, ce qui est aussi intéressant et ce qui est moins souvent fait dans d'autres formations, c'est que finalement, les thématiques que je vous ai données là, peu importe la discipline chirurgicale. Et donc souvent, on fait un scénario de chirurgie digestive, par exemple l'arrêt cardiaque en chirurgie, chez un patient de digestif, le choc hémorragique chez un patient d'urologie. Et la dernière fois, on avait aussi intégré, parce qu'on a aussi de la robot pédiatrique, sur un scénario de pédiatrie. Ça faisait qu'on avait plusieurs équipes chirurgicales de disciplines différentes qui participaient à toute la journée, mais puisque en fait finalement les objectifs pédagogiques ils étaient complètement transversaux, et donc ça permettait encore de multiplier le côté transdisciplinaire et interprofessionnel de la formation. Et donc, en termes pratiques, ça permet qu'il faut mobiliser les brancardiers, IAD, IBOT, chirurgiens, médecins anesthésistes internes. On avait le robot Da Vinci et le Pelvis Trainer. Avec, bien sûr, il fallait faire un faux côlon. Voilà, les chirurgiens avaient collé des sortes de petits ganglions. Voilà. En fonction des scénarios, il y avait eu tout plein de développement en amont pour vraiment faire que ça soit le plus réel possible. Les poches de contre-pression de sang quand on faisait le choc hémorragique. Je vous passe les éléments techniques. Et puis, de notre côté, on était contents. On avait notre mannequin haute fidélité avec notre respi, etc. Alors, on avait coupé le mannequin en deux pour qu'on puisse mettre le pelvis trainer à la place des jambes. Voilà. Et puis, pour le coup, les 2 salles de bloc opératoire, parce que le débriefing se faisait juste à côté, parce que le Wi-Fi ne passant pas dans notre bloc, on est obligé de faire du filaire. Donc, il fallait... Voilà. Et voilà. Et puis, les scénarios et le débriefing en équipe après chaque formation. Donc en pratique, je vous montre juste, mais après, ça c'est reproductible partout. Donc là, en fait, à gauche, il y avait la première salle de bloc opératoire. Et voilà, donc là au bloc, il y avait les chirurgiens qui étaient sur leur pelvis trainer comme dans la vraie vie avec les e-bods. Et puis notre côté, nous on avait notre patient, le respi. Alors on voit que l'ergonomie on pourrait améliorer. Voilà, mais donc tous ces éléments-là qui étaient faits pour la prise en charge. Et pendant ce temps-là, donc là c'était le temps calme. Et puis bien sûr les choses s'accélèrent. Et donc dans l'autre salle, les gens peuvent visionner ces 4 écrans-là, en ayant donc finalement une vue d'ensemble de toutes les équipes. Et puis après, va y avoir le débriefing qui va se faire dans cette salle, donc à la fois avec des formateurs pluriprofessionnels et les participants. Donc je vais passer. Et puis bien sûr, on avait évalué cette formation. On l'a reproduit aussi de plusieurs fois sur la gynéco-obstétrique parce que pareil, c'est aussi vraiment, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'études publiées sur le sujet, c'est vraiment un environnement à haut risque et interprofessionnel et complexe dans ce sens-là. Donc c'est vraiment hyper facile et formateur de pouvoir entraîner les équipes en in situ dans ces situations-là. Et puis aussi sur des... Parce que là, finalement, tout ce que je vous ai montré avant, c'est des fois complexe sur le plan organisationnel. Mais il y a des situations quand même plus simples à faire, juste la prise en charge d'un arrêt cardiaque au bloc ou ce qu'on avait fait en chirurgie ambulatoire dans le box de chirurgie ambulatoire, où là, il n'y a pas forcément de mannequin haute fidélité, mais de mannequin basse fidélité. Et finalement, c'est des choses qui sont faciles à reproduire régulièrement. Et enfin, alors c'est pas du tout sur les sujets d'études que je vous ai montrés préalablement, mais quand même des petites choses toutes simples et qui sont importantes en in situ. Ça peut être faire aussi le bloc des erreurs pour sensibiliser sur sa propre salle et en fait sensibiliser aussi les équipes à travailler ensemble. On avait fait le bloc des erreurs en interprofessionnel sur des ouvertures de salles et ça c'est important de pouvoir intégrer les choses. Alors je vous ai rien montré comme étude là-dessus proprement dit, mais c'est des petites choses plus simples et qui sont faciles à mettre en place avec différents scénarios et même d'emblée dès la formation. Dès l'écriture des scénarios, on est en interpro et après la réalisation et le débriefing se fait aussi en interpro et donc c'est des éléments pour le coup
qui sont faciles à refaire plusieurs fois dans l'année. Voilà, donc en conclusion, la simulation in situ au bloc opératoire, c'est vraiment un élément qui est important à mettre en place au sein de nos équipes. Après, comme pour tout, il faut voir quels sont les objectifs pédagogiques qu'on veut fixer. Et surtout, c'est intéressant parce que rien qu'en tant que tel, c'est vraiment un travail d'équipe. Et ça, je pense que c'est vraiment un des objectifs qu'on peut se fixer pour améliorer la qualité et la sécurité des soins. Je vous remercie.